Nous sommes jeudi 9 juin 2022, il est 21h33 sur les ondes du 102,3 FM à Montréal, Radio Centre-Ville. Voici Fraîchement Jeudi. C'est la 175e émission de Fraîchement Jeudi, la tribune des communautés 2 LGBTQIA+, sur les ondes de Radio Centre-Ville. Ce soir à l'émission, il sera question de l'orthopox virose simienne ou la variole simienne ou encore la variole du singe à la chronique santé, donc avec le docteur Pierre Côté. Les destinations voyage pour femmes à la chronique voyage avec Pascal Chalmel. La guerre est dans les mots et il faut les crier avec Pierre-Luc Landry, un des auteurs de ce livre sur la culture ou les cultures queer. Et enfin, un documentaire sur les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence de Montréal avec la productrice France Dauphin. Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin-Chabot. Allô maman bobo, allô maman bobo. Sentez-vous bien avec le docteur Pierre Côté. Bonsoir Pierre. Tu as choisi pour cette chronique un sujet dont on a beaucoup parlé au cours des dernières semaines, la variole simienne, que d'autres appellent comme la variole du singe. C'est une nouvelle infection qui semblerait toucher, encore une fois, la communauté gay. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? C'est bien certain que, bonsoir, Denis Martin. C'est bien sûr que quand on entend le mot variole, ça fait un peu sursauter, hein? Ça a quand même, la variole était la maladie infectieuse qui a été la plus dévastatrice dans l'histoire et qui avait un taux de décès qui était de 30 %, mais il y a eu plusieurs millions de personnes qui sont décédées à la fin des années, à la fin du 19e siècle, puis au 20e siècle. Donc, c'est vraiment quelque chose. Le dernier cas de variole qui a été répertorié chez l'humain, c'est en 77, donc c'est pas si vieux que ça. Mais en 80, l'OMS a déclaré la variole comme étant éradiquée. Et c'était vraiment grâce à une campagne de vaccination qui était, premièrement, d'un vaccin qui était efficace, mais où toute la planète à peu près a été vaccinée. Et assez qu'on a arrêté de vacciner les gens à partir de 82. Mais, par prudence, tu peux comprendre qu'ils ont gardé des vaccins en réserve quelque part. Il y en a à peu près 500 000 doses qui sont conservées. Il y a aussi, le virus est aussi conservé dans des endroits qui ne sont pas connus parce que au cas où il y aurait une nouvelle éclosion, mais pour faire une petite anecdote, la variole, ça représente la menace la plus sérieuse puis la plus grave d'un attentat terroriste biologique. Donc, les gens, parce que ça se répand tellement vite et c'est tellement létal que... Là, si la variole est supposément éradiquée, alors qu'est-ce qui se passe avec la variole des singes ou la variole simienne? Je me pose la question aussi parce que j'en avais jamais entendu parler. Mais la variole simienne, en fait, le virus vient de la même famille que la variole, qu'on appelle le virus de la variole, en fait, et qui est un orthopox virus. Et quand même, on sait, ça existe depuis 1947, mais c'est très concentré en Afrique. Puis la transmission de singe à l'humain, on sait que c'est très rare, mais qu'elle existe. Il y en a toujours un petit peu. Elle est endémique dans les pays qui sont plus au sud, en Afrique. La variole humaine qu'on a connue, nous, elle pouvait se transmettre surtout par les micro-gouttelettes ou par les aérosols, quand les gens toussaient ou postillonnaient quand ils parlaient. C'est un virus qui était très, très contagieux. Et ça pouvait aussi se transmettre parce que les gens, ça se manifestait par des lésions cutanées très impressionnantes, là, au niveau des lésions aussi. Le virus, lui, de la variole simienne, de son côté, il peut se transmettre de la même façon, même s'il semble beaucoup moins virulent et moins contagieux et moins méchant, quand même,
c'est un peu c'est caractéristique. Mais pour qu'il y ait une contamination d'une personne à l'autre, ça prend vraiment un contact qui est rapproché donc, et qui est prolongé. C'est pas de passer, de croiser une personne, par exemple, où il y a un danger d'infection. Je pense que ça, c'est assez important. La variole qu'on a connue, elle rendait très malade. Les gens avaient des fièvres carabinées, de la fatigue vraiment de façon très, très importante, des douleurs particulièrement au dos, avec de la diarrhée et des éruptions cutanées qui étaient particulièrement au visage. Quand on voit des photos, c'est très spectaculaire. Au niveau aussi du tronc, des jambes et des mains. Et ces lésions-là faisaient très mal. Et il y avait jusqu'à 30, de mortalité chez les gens qui étaient infectés. Et ces gens-là mouraient généralement des lésions cutanées qui se surinfectaient. Il y avait quand même un accès limité aux antibiotiques, même à ce temps-là. La variole du singe, elle, pour sa part, n'est pas aussi sévère. Les gens qui sont infectés peuvent présenter des symptômes quelques jours après qu'ils aient été infectés, qui ressemblent à une grippe, mais c'est pas très sévère, c'est une petite grippe. Puis, à peu près une semaine après, là, il commence à y avoir une éruption cutanée, et ce qu'on voit présentement, c'est qu'au niveau surtout des organes génitaux, de la bouche, de la région périanale, c'est vraiment ce qu'on voit dans la présentation. Mais on parle ici d'un risque de mortalité qui est de probablement moins d'1%. C'est toute une autre maladie. Alors, quel est J'ai été l'ordre? chanceux, j'en ai vu un cas. Il y a eu un cas, oui. Ben, justement, Pierre, quel est l'ordre de grandeur du nombre de patients qui ont été infectés? Puis pourquoi ça arrive encore une fois dans la communauté gay? Ben, en fait, au moment où on se parle, là, il y a à peu près 200 cas qui ont été répertoriés en Europe et en Amérique. Puis en Europe, c'est en Angleterre, beaucoup en Espagne et au Portugal. Puis l'Espagne, elle, a ciblé vraiment des sites précis où il y a eu des éclosions. Il y avait entre autres un sauna à Madrid et là, des gens qui avaient fréquenté un événement festif. Je ne me souviens plus exactement, mais je pense que c'était aux îles Canaries. Alors qu'au Canada, ben, les cas sont vraiment concentrés à Montréal. Hein. Je pense qu'il y a 2 cas qui sont à l'extérieur du Québec. Et au Québec, c'est principalement à Montréal. La santé publique a aussi identifié un sauna, puis un événement festif où les premiers cas qui ont été déclarés auraient fréquenté. Puis, c'est ça. Il y a eu, hier, il annonçait qu'il 25 cas sur 26 étaient dans la communauté gay. Donc, Pour répondre à ta question du pourquoi la communauté gay, je rappelle que la transmission du virus d'un humain à un autre doit être après avoir eu un contact rapproché et prolongé. Donc, ça se porte assez bien. Je pense que la communauté gay est une bonne cible dans leur culture qui est plus festive à avoir des rapports collés. il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même qu'on regarde la prochaine question qui est très importante. Là. Comment fait-on pour savoir si on a attrapé là, cette fameuse variole simienne? Je pense que si quelqu'un présente des lésions, ça commence par une petite cloche d'eau, ça devient un peu pustuleux, ça crève, c'est des ulcères. On les voit au niveau des organes génitaux. En général, on n'en voit pas une seule, on en voit plusieurs. Il y a de la douleur. C'est un peu inflammatoire, c'est-à-dire qu'il y a de la rougeur. Si quelqu'un présente ça, c'est pas normal. Je pense qu'il faut consulter vraiment le plus rapidement possible. Que je rappelle, les lésions sont douloureuses et il y a aussi autour des ganglions qui sont enflés, mais ils sont aussi douloureux. C'est ce qui m'avait un peu surpris, en tout cas, le cas que j'ai vu. Et il se passe que si on suspecte fortement aussi le diagnostic est fait, ce qu'il faut faire, c'est de s'isoler le plus possible
même un peu comme la COVID, même des gens avec qui on vit avec les contacts étroits et cet isolement-là devrait être cessé au moment où les croûtes des lésions tombent. Donc, quand c'est complètement guéri, parce que si ce n'est pas complètement guéri, c'est contagieux. Bien couvrir les lésions par des pansements ou par du linge, porter un masque, puis toutes les autres mesures, là, se laver les mains, puis les surfaces de travail. Il nous reste plus de temps, mais je vais quand même juste résumer puis t'amener au vaccin. On sait que si on a été en contact, il faut vraiment, si on pense que c'est un contact significatif, il faut savoir que ça prend un contact long, rapproché, prolongé. Et il faut consulter si, en allant voir son médecin, Dans le doute, dans je le pense qu'il doute. faut, Voilà. ou ne serait-ce que de le contacter, parce que si on pense si on est pas mal sûr, euh, c'est peut-être mieux de ne pas, pas se Oui, parce qu'il ne présenter. faudra pas Et commencer à penser ça à notre médecin. Maintenant, exactement, un peu comme la COVID, en fait. Hein? dis-moi, là, je termine là-dessus. Moi, j'ai été vacciné contre la variole parce que ben, je suis vieux, pour ne pas dire ancien. Mais le vaccin a une certaine immunité, c'est ça, là. Je pense que le vaccin de la variole a même une très bonne immunité contre la variole simienne. Oui, le vaccin de la variole, il protège à 85 contre, contre la variole du singe. Cependant, si on a été vacciné il y a 50 ans, je pense que l'immunité est sans doute moins bonne. Alors, je ne suis pas sûr qu'on est si bien protégé que ça. Par contre, si on était en contact avec quelqu'un qui serait positif, je pense, d'où l'importance de consulter rapidement. Mais on peut donner ce vaccin-là dans les 4 jours qui suivent et c'est très efficace pour prévenir la maladie. Bien, Pierre, on va devoir s'arrêter là-dessus, mais c'est vraiment génial. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et de parler de ce sujet qui fait parler beaucoup de monde. Oui, mais espérons qu'on n'en parlera pas trop longtemps. Je te remercie beaucoup, Denis. Je fais des sommes, son gros cul m'a assommé. En la raison de je suis cerné, j'ai pas sommeil. Depuis petit, je fais du son, j'ai ma drogue dans le sang. Faut que je sorte de la zone, faut que je garde la raison. J'étais dans la rue, je dormais dans le tram et les bus. Pour dormir sous son toit, un gars m'a dit faut que tu suces. J'ai grandi dans la rue, j'avais besoin d'un peu d'air. J'ai dormi dans la rue, j'avais besoin d'un peu d'herbe. Je fais des sommes, son gros cul m'a assommé. Oh là ils ont mis, je suis cerné, j'ai pas sommeil. J'suis dans le truc, on est dans un huc. Quand je vois un mec sculpté, j'ai la main dans le fut. Yeah, mon regard en dit long. J'ai mis mon survêt en nylon. Là j'ai tiré dilate. Mon derrière se dilate. Je suis à mon 14e pilon. Je suis éclaté mais ça fuse. Je pourrais faire rentrer des millions, mais je préfère dilater ton anus. Je suis pas dans le 6-9. J'ai la vue sur la mer. J'ai mon petit stuff. Je mets le tout dans un terre. Je suis dans un 6-9. Moi j'ai pas de temps à perdre. J'écarte ces petites seufs. Donc j'ai la vue sur la merde. Sur la pesette mes grammes et ça part. Mauvais dealer fait cramer sa part. J'ai mon Q7 pour me garer ça va. Dans un cul sec je crache et ça va. Petit café j'ai mon joint du matin. En prison je suis l'odeur du matin. Faut que je sorte, y'a mon cache qui m'attend. Je vais ce qui m'attend, pour elle je suis Satan. Pour elle je suis Satan, je baisse des cums tout le temps. Je fais couler du sperme mais je fais couler du sang. Gang gang. J'ai ma drogue que j'inhale tout le temps. J'ai des résidus de sperme sous les dents. J'ai mis le poppers dans la chambre pour que la nuit se détende. J'ai viscère en bas depuis 17 ans. Ma vie s'étend pas. Je fume depuis 7 ans. Depuis 7 ans, je m'épuise tant. Si ça rentre pas, je serre les dents. C'est embêtant, cerné tant. Je suis fatigué, mon sexe se tend pas. Gang gang. PD. Waouh. J'suis carrément gay, j'suis carrément gang. Gang. PD. Waouh. J'suis carrément gay, j'suis carrément gang. Gang gang. Payday, on va s'arrêter là. Hein?
Tu nous joues à quoi là? C'est des lyrics. D'accord. C'est des lyrics. Ah mais oui, Payday. D'accord, bah je comprends mieux, ouais. Maintenant tu peux peut-être partir? Qui me l'a emmené? Enfin, dénoncez-vous quoi. On vient d'entendre PD, P-A-Y-D-A-Y, un rappeur français qui nous interprétait son titre Cul-sec. C'est la chronique Voyage avec Pascal Chalmel de lgbtvoyage.ca. Bonsoir Pascal. Bonsoir, merci de m'inviter à nouveau. C'est un plaisir de te recevoir. Alors, on l'a promis le mois dernier. Ce mois-ci, nous parlons destination voyage pour les gens de nos communautés, mais cette fois, on s'adresse particulièrement aux personnes qui s'identifient comme femmes. Donc, on parle de voyage entre femmes. Comment est-ce qu'ils disent ça, les Anglais? Des girl trips. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes donc pour les femmes qui veulent voyager là, au cours des prochains mois? Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'une compagnie qui est basée aux États-Unis, qui est une compagnie qui est justement qui se spécialise pour le marché féminin LGBTQ. Donc, la compagnie s'appelle Olivia. C'est une compagnie qui existe depuis maintenant à peu près une quarantaine d'années. C'est une compagnie qui est partie toute petite, qui est basée à Los Angeles, si je me trompe pas, qui fait voyager à peu près qui a déjà à son actif à peu près 300 voyages pour femmes. Ils ont fait voyager à peu près Oui, quand même. Ils ont fait voyager à peu près à travers les décennies 350 000 femmes. C'est des produits qui sont aussi bien des croisières, des centres de villégiature, des bateaux fluviaux, des vacances d'aventure. En général, eux autres, quand ils font des croisières, ils prennent tout le navire. Donc, en général, c'est vraiment juste pour femmes. Donc, c'est pas comme Atlantis pour du côté homme qui accueille les hommes. Ouais, Donc, eux autres, en général, aussi, oui. qui accueillent les femmes, pardon. Oui. Et puis, effectivement, eux autres, quand ils louent vraiment comme les produits, je vais vous parler de 3 produits qu'ils annoncent pour les prochains mois et années à venir. En général, et c'est très populaire, hein, en général, leurs produits sont vraiment et c'est d'une qualité quand même assez exceptionnelle. C'est sûr qu'au niveau des tarifs, c'est quand même des produits qui sont quand même relativement assez chers parce qu'ils choisissent des produits qui sont quand même luxueux. Oui, juste une parenthèse, hein, c'est pas moins cher sur Atlantis. J'ai voyagé plusieurs fois avec eux et j'ai des questions à la fin là-dessus, là, on y reviendra, mais allons-y avec ce que tu proposes. Oui, tout à fait. Donc, le premier qu'ils offrent, je vais parler du Club Med turquoise qu'ils font à partir du 26 novembre au 3 décembre. Ils ont un départ sur le Club Med turquoise. Le Club Med turquoise qui est vraiment situé en bord de mer, qui est vraiment un hôtel qui est vraiment à Providencial, ils ont un vol direct de Montréal pour les gens qui ne savent pas. Atlantis en général, Olivia en général offre le forfait. Eux autres, c'est la portion terrestre en tout inclus. Après ça, les clientes qui désirent y aller, bien sûr, doivent acheter leur billet d'avion à part et les transferts. Mais de Montréal, à partir de, je pense, du mois d'octobre ou novembre, justement, pour ces dates-là, il y a un vol direct pour aller à Turquoise. Le Club Med Turquoise, il est vraiment directement sur la plage et la formule Club Med qui inclut vraiment tout ce qui est restauration, la gastronomie avec les restaurants, le Grace Bay, le cuisine internationale, il y a vraiment beaucoup de choix et surtout beaucoup d'activités Olivia qui sont incluses. Donc, ce départ-là avec Club Med, c'est du 26 novembre au 3 décembre 2022. D'accord. Après ça, je voulais vous parler aussi. Pardon? Oui, ça va, je t'écoute. Après ça, je voulais vous parler aussi d'un autre départ qui est un petit peu qui est un petit peu avant, qui est à Puerto Vallarta. Pour cette année, Olivia a loué tout le Hard Rock Hotel Vallarta, qui est un hôtel 5 étoiles, qui est vraiment dans le cœur proche de la ville de Vallarta. Et ils vont faire une semaine basée sur Halloween. Donc, ça peut être le fun pour les filles qui veulent se déguiser pendant cette période-là, avec les thématiques de l'Halloween, parce qu'on va tomber dans la période de l'Halloween. Mm-hmm. Le Hard Rock, c'est un hôtel 5 étoiles, la même chose, c'est vraiment all inclusive, donc vraiment tout inclus.
les activités, les sports, tout ce qui est restauration, la restauration, bien entendu, est à la carte, mais sans réservation. On a l'alcool, le vin, la boisson, vraiment tout est inclus. Et vraiment les activités de Olivia, ils ont des thématiques un peu sous la même chose que Atlantis. Donc, Olivia, avec des thématiques. Et puis, sur le site Internet de Olivia, nous, on vend les produits. C'est sûr que j'encourage les gens à aller voir parce qu'ils ont à peu près peut-être une quarantaine de départs pour 2022, 2023 et 2024. D'accord. Donc, c'est toujours bien pour celles qui veulent regarder ailleurs. Il y a des choses... moi, j'en ai sélectionné 3. Le dernier que j'avais regardé, c'était le Punta Cana. Ça, c'est un petit peu plus loin, qui est aussi une très belle destination. Punta Cana, on parle du Dreams Onyx Resort and Spa, qui est vraiment aussi, comme je le disais tout à l'heure, les hôtels choisis par Olivia sont des hôtels quand même de 4,5, 5 étoiles. Donc, c'est sûr qu'au niveau du budget, quand on regarde les prix, on peut faire des fois peut-être un saut, là, parce que c'est quand même assez cher, mais il faut bien comprendre que c'est des hôtels de vraiment très bonne qualité avec des inclusions. Justement, donne-moi complètes. une idée un peu là, la fourchette de prix là, pour ces 3 voyages-là que tu as proposés. Je dirais que ça commence à peu près aux alentours de $2,500 US pour une Ouais, semaine. quand même. À peu près. Ouais. Oui, quand même. Ouais. Mais c'est sûr que bon, au niveau de la gastronomie, au niveau des inclusions, faut toujours voir que si on compare l'hôtel, il y a quand même les thématiques. Tel soir, elles vont faire le bal en blanc. Tel soir, elles vont faire... il y a un programme, hein, quand on reçoit les documents du client, il y a un programme un mois à l'avance qui dit toutes les thématiques de la semaine. Donc, soirée déguisée, soirée bal en blanc, il y a vraiment... Donc, il y a quand même toute une équipe à travers ces forfaits-là qui font... Donc, c'est pour ça que les prix, il faut toujours se dire, oui, c'est un petit peu cher, mais par contre, il y a des inclusions avec une équipe de Olivia qui est sur place. Et surtout, c'est un environnement entièrement sécuritaire. Ce sont Féminin. des femmes, c'est féminin. D'ailleurs, il y a quelque chose, une question, je ne sais pas si c'était la bonne personne pour y répondre. Moi, j'ai voyagé plusieurs fois sur Atlantis et aussi d'autres lignes gays là, de croisière et tout ça. Et c'est très sexe, très, très, très sexe. Est-ce que c'est la même chose chez les femmes? Du côté féminin, je dirais que c'est beaucoup moins porté par rapport à ça. Je dirais que pour les femmes, c'est beaucoup plus des couples, des filles célibataires, un peu comme ce qu'on retrouve un petit peu dans la communauté générale hein, du milieu, mais je dirais que c'est certainement moins partie sexe comme on retrouverait peut-être sur les croisières Atlantis ou les certains produits d'Atlantis où on sait que si on va là... Et surtout si on va sur le pont 13, habituellement, le soir, il n'y a pas de lumière. En tout cas, je pourrais en raconter des choses. Ouais, c'est ça, exact, écoute, tout à fait. Mais il y en a pour tous les goûts, finalement. Du côté féminin, je dirais que c'est un petit peu plus soft. Je dirais que c'est un peu plus... Et n'y voyez pas personne là, qui écoute présentement. Je ne fais aucun sex shaming. Je suis sex positive. C'est juste que je voulais quand même spécifier qu'il y a des choses différentes d'une communauté à l'autre. Eh bien, ça nous amène à la fin de notre chronique, mon cher Pascal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à vous. Hein. Et puis, allez voir www.lgbtvoyage.ca. Ah, tu le dis tellement mieux que moi. C'était Pascal Chalmel de lgbtvoyage.ca. Merci beaucoup. Comme un ciel d'hiver assez nuit claire où ça m'endorme comme un grand tonnerre. On meurt dès qu'il résonne comme une source claire s'ouvre à la mer et puis fusionne comme un bout de chair. Fait de nous des hommes lorsque deux yeux se touchent. Tous nos sens se souviennent qu'un baiser fait de deux êtres, deux âmes liées presque éternelles. Lorsque deux ailes se touchent, tout en nous se réveille à l'évidence que l'amour fait cette fois toute la différence.
inséparables sont racines immenses arbres, grands vents et tempêtes, un père sifflé sans tête. Caravane passe, aboie les chiens de guerre lasse, livrer les secrets, que la haine se déplace. Lorsque deux cils se touchent, tous nos sens s'assouviennent qu'un baiser fait de deux êtres, deux amis et presque éternels. Lorsque deux âmes se touchent, tout en nous se réveille à l'évidence que l'amour fait cette fois toute la différence. Lorsque deux âmes se touchent, tout en nous se réveille à l'évidence que l'amour a fait cette fois toute la différence. Âmes jumelles sont immortelles bien au-delà des loups. Et c'est sur cette chanson de Lara Fabian, Deux îles, deux ailes, que se termine cette première demi-heure de Fraîchement Jeudi, de retour après la pause. Il est présentement 22h03, de retour en direct au 102,3 FM Radio Centre-Ville. Nous revoici dans Fraîchement Jeudi. Fraîchement Jeudi, la tribune des communautés 2 LGBTQIA+. Dans cette deuxième demi-heure, nous parlons avec Pierre-Luc Landry, auteur, qui nous parle de son livre « La guerre est dans les mots et il faut les crier ». Et nous parlons avec la productrice et réalisatrice France Dauphin d'un documentaire sur les sœurs de la perpétuelle indulgence. Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin-Chabot. Nous recevons ce soir l'auteur Pierre-Luc Landry, qui vient de publier avec Florian Grandena un livre qui s'appelle « La guerre est dans les mots et il faut les crier ». Oh boy, boy, oh boy! Pierre-Luc, de quelle guerre on parle aujourd'hui? D'abord, je veux dire qu'on rejoint Pierre-Luc qui est à l'autre bout du Canada. Tu es Oui. à Victoria ou à Vancouver présentement? À Victoria, oui. À Victoria. Alors, Pierre-Luc, de quelle guerre parle-t-on dans ce livre? En fait, on parle d'une guerre qui est bien entendu métaphorique en premier lieu. Donc, Florian et moi, on s'est intéressés au langage qui entoure toutes les questions des homosexualités, de la diversité sexuelle et de genre et des enjeux que ces communautés-là soulèvent dans le monde contemporain. Et on a commencé à écrire ce livre-là, en fait, au lendemain de l'attaque terroriste au Pulse à Orlando. Oui, rappelons, c'est quoi qui s'est passé là? Oui, ben en fait, le Pulse, c'est un club, c'est un bar, une boîte de nuit principalement gay, en fait, un endroit, un bar gay, ouais, c'est ça, à Orlando, en Floride, qui est fréquenté surtout par les communautés latino. Et puis, il y a un terroriste qui est entré, qui a ouvert le feu et qui a tué, là, si ma mémoire est bonne, je n'ai pas le livre devant les yeux, mais je pense 49. 42, bon.
En tout 42 ou cas, 49, je ne me rappelle plus. Moi aussi, là, tout à coup, j'ai un petit trou, mais c'est pas grave, les gens vont nous corriger, ne vous en faites oui, pas. c'est ça. Puis peu Mais ça, importe même le si nombre c'était de une, victimes. ça aurait été une de trop. Exactement, c'est ça. Et la plupart des victimes étaient des membres des communautés LGBTQ+, racisées aussi. C'est un bar où il y a beaucoup de spectacles de drague et tout. Et c'était une attaque qui était carrément homophobe, queerphobe, transphobe, qui a été justifiée par la haine. Et nous, ça nous a tellement remué, en fait, cette attaque parce que non seulement c'était l'attaque terroriste la plus meurtrière sur le sol des États-Unis depuis le 11 septembre 2001, mais aussi c'est qu'elle concernait directement des gens qu'on ne connaissait peut-être pas personnellement, mais qui font partie de nos communautés, des gens qui sont nos frères et nos sœurs, qui vivent des vies similaires aux nôtres. Et on a cherché des manières de réagir à cet événement-là. Et Florian et moi, on est tous les deux professeurs d'université et écrivains. Et donc, le langage nous semblait le lieu idéal pour, disons, participer à ce qui allait venir ensuite, c'est-à-dire la remise en question de plusieurs choses, notamment les normes sociales qui sont oppressives et qui peuvent créer, en fait, qui peuvent mener à ce type d'événement-là. Et donc, quand on parle d'une guerre, bon, ben, c'est une guerre qui fait des vraies victimes partout à travers le monde et même chez nous au Canada aussi. Nous, on n'est pas nécessairement des victimes physiques de cette guerre-là, mais on subit et on a subi au fil de notre existence quand même des commentaires homophobes, queerphobes et même parfois c'est pas nécessairement assumé et revendiqué comme tel, mais on fait face à certains obstacles dans la vie qu'on a voulu creuser un peu et on a voulu aussi comprendre en fait les réactions qui ont suivi cette attaque au Pulse. On a vu beaucoup par exemple de vidéos animalières sur des médias comme Pink News par exemple ou d'autres médias comme ça en ligne qui se sont mis à publier des vidéos dans lesquelles on montre, ben voilà, il y a des pingouins homosexuels, il y a des mouches lesbiennes, il y a des guenons qui se masturbent entre femmes, etc. Et donc, l'homosexualité est naturelle. Et on comprend bien que ça part d'un objectif noble qui est de travailler à une plus grande tolérance envers les individus qui dévient des normes, entre guillemets. Mais nous, on a cherché à aller plus à la racine du problème, en fait, qui est celui de la norme elle-même qu'on veut remettre en question et non pas élargir pour y faire entrer d'autres réalités comme les nôtres, comme celles des personnes LGBTQ+. Et donc, ben, on est entré en guerre. C'est comme ça qu'on a imaginé notre processus d'écriture. On s'entend que de dire, ben, c'est correct d'être gay parce qu'il y a des pingouins dans le Central Park qui sont un couple gay, justement. Non, moi, ça m'a beaucoup... je ne me rendais pas compte jusqu'à quel point ça me choquait d'entendre ces choses-là, jusqu'à temps que je les vois écrites. Et je dois dire que moi, ça me pris un petit peu plus de temps que d'habitude à lire votre livre parce que j'étais tellement fâché par bout. Je dis, ah non, non, là, il faut que je prenne une pause parce que je pense que je vais étrangler la première personne que je vais voir en sortant. Mais non, je dis ça à la blague parce que je ne suis pas une personne violente. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup heurté. Et je me demande quelle est la réaction. Est-ce que c'est le genre de réaction que moi j'ai, qui est quand même viscérale, est-ce que c'est le genre de réaction que tu as eu d'autres personnes de nos communautés après avoir lu ton livre? Oui, ben en fait, il y a plusieurs personnes qui ont partagé avec nous certains commentaires de lecture et enfin, jusqu'à présent, je veux dire, toutes les réactions sont possibles et toutes les réactions sont bonnes aussi, c'est-à-dire que nous, on a écrit justement pour faire réagir. Parfois, on prend un ton qui est hyper polémique aussi et qui est volontairement provoquant, provocateur. On cherche à brasser les choses un peu et donc parfois, ben, on exagère aussi. Mais par contre, ce qui était le plus important pour nous, c'était que ces réactions-là, qu'on pouvait créer avec nos propos et avec notre écriture, qu'elle soit un peu aussi, comment je dirais, productive au sens où elle amène à une réflexion, elle mène à quelque chose d'autre par la suite qui, bien sûr, on n'espère pas que les gens se mettent à étrangler le premier venu, mais je comprends très bien que c'était une blague de toute façon, oui. mais on voulait faire réfléchir en fait, parce que nous, ça nous a fait réfléchir aussi et les lectures qu'on a faites pendant l'écriture de ce texte-là, de ce livre-là, nous ont aussi parfois fait réagir de cette façon-là. Parfois, on était hyper d'accord avec certains auteurs
auteurs ou certaines autrices, et là, on avait envie de célébrer leurs paroles, de partager avec tout le monde. Donc, on l'a fait par moments dans le livre, et par d'autres moments, on était tellement fâchés, tellement outrés par ce qu'on lisait ou ce qu'on voyait autour de nous qu'on s'est dit qu'il fallait absolument le mettre en mots et ne pas s'empêcher de réfléchir à ces propos-là par écrit, parce que si on fait que les balayer sous le tapis ou les rejeter du revers de la main, finalement, ces idéologies-là, elles continuent d'exister et elles ne sont pas remises en question, et donc elles peuvent être normalisées aussi, et ça nous paraissait encore plus dangereux que finalement prendre la parole et remettre en question certains normes, quitte à créer des réactions parfois un peu virulentes aussi. Mais il n'y a pas de trouble avec ça. L'art doit servir à ça aussi. Je voudrais terminer quand même, Pierre-Luc, parce que dans ce livre, toi et ton co-auteur, vous abordez certaines personnes de nos communautés qui, parfois, voulant bien faire, mettent de côté d'autres segments de nos communautés. Juste rapidement, on ne va pas nommer de nom, mais parle-moi un peu de ce que tu veux dire par ça. Oui, bien en fait, c'est au fur et à mesure qu'on avançait dans la recherche, on s'est rendu compte que parfois, il y a certaines personnes ou certains groupes, ou enfin, il y a des idéologies qui existent dans les communautés LGBTQ+, qui ne sont pas nécessairement bienveillantes en général envers les communautés LGBTQ+, justement. Et donc, parfois, on parle d'homonationalisme, par exemple, donc, c'est-à-dire une certaine tendance, surtout chez les hommes gays, à opposer Orient et Occident, civilisation occidentale et civilisation arabo-musulmane, par exemple. Et ça, c'est dangereux et c'est dommageable pour les gens sur place dans le monde arabo-musulman ou ailleurs qui vivent l'oppression, oui, d'une part, de leur société en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, mais développent des mécanismes aussi de résistance à cette oppression-là, dont on peut s'inspirer peut-être, entre guillemets, ou en fait qu'on peut aussi célébrer comme les mécanismes de résistance qui ont été mis en place chez nous en Occident. Donc, il y a ça c'est un exemple, l'homonationalisme, mais on a aussi parlé du virement vers la droite, du glissement vers la droite de certaines communautés, des liens entre homosexualité et fascisme, de l'hyperconservatisme de certaines personnes aussi qui, sous prétexte de tolérer ou enfin qu'on vit dans un monde post-gay, parce que maintenant le mariage entre conjoints et conjoints de même sexe est légal au Canada. On peut le nommer, lui, ça c'est Éric Duhem. Oui, c'est ça. Et donc, dans ses propos, Duhem, il oublie tout un pan de nos communautés, des personnes qui sont souvent les personnes qui ont été les premières à nommer les injustices et à les combattre. Je pense aux femmes trans racisées aux États-Unis, par exemple. Et dans son plan politique ou enfin dans son idéologie libertarienne de droite, il y a très peu de place qui est faite pour ces gens-là et on assiste à une espèce d'aplanissement des différences qui est très dangereux parce que c'est une volonté d'assimilation et de rendre tout le monde semblable et pareil et dans ces idéologies-là, il n'y a pas de place à la différence finalement. Donc, sous prétexte de travailler à la tolérance, on opprime et on écarte de plus en plus de gens. Donc ça nous paraissait vraiment important de le nommer, de le mentionner, de le travailler aussi et d'y réfléchir. Pierre-Luc, on pourrait jaser des heures, toi puis moi, ça je m'ennuie. Il est temps que soit j'aille faire un tour sur la côte ouest ou tu reviennes faire un tour à Montréal. Oui. Moi, je rappelle le titre du livre, « La guerre est dans les mots et il faut les crier » de Florian Grandena et Pierre-Luc Landry. C'est aux éditions Triptyque. À lire, même si ça va vous choquer, ça va faire du bien. Je pense que ça fait du bien de se faire secouer. Oui, c'est bien de se secouer, oui, parfois. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci. Dans cette entrevue-là, Pierre-Luc était dans un café, alors c'était un peu difficile. Cela dit, on va passer à musique maintenant avec Oshi et Amour censure. Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part, un peu penchant, au bout du navire. Je coule doucement, maman désolée je vais pas te mentir. C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire, un peu dépassé par tous mes désirs.
Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Travestir qui je suis vraiment. Faire taire la rumeur. Les mots sont tranchants. Se mentir à s'arracher les dents. Il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman, désolée, j'ai pris tes calmants. C'est pas que je voulais partir, mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Les enfants, c'est pour un homme et une femme. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Ce n'est absolument pas pour des homosexuels. Il n'y a que de l'amour sincère. De plus en plus de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, comme une maladie qui se propage. Et puis alors avec des chiens, puis avec des chats, des singes, et puis quoi après? Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme. Nous recevons ce soir France Dauphin, qui est la productrice, la réalisatrice aussi d'un documentaire sur les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence aux productions Luc Dauphin. D'abord, France Dauphin, bienvenue à Fraîchement Jeudi. Merci. Alors, pour toute transparence, tout le monde, je travaille avec France sur ce documentaire. Alors, évidemment, j'ai des intérêts là-dedans. Cela dit, on a jugé que le sujet était assez important pour en parler à l'émission, malgré ce conflit d'intérêts. France, d'abord, que raconte ce documentaire sur les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence? Ce que ça raconte, c'est une histoire vraiment exceptionnelle. Il s'agit de personnes qui ont décidé de s'impliquer dans la communauté LGBT+, et d'y aller d'une façon très originale, c'est-à-dire en s'inspirant de ce que faisaient autrefois les communautés religieuses. Et ces gens-là s'impliquent au sein de la communauté en étant présents, en offrant beaucoup de disponibilité, en offrant souvent des moyens pécuniaires parce qu'elles font des quêtes d'argent et elles sont vraiment un sourire, une espèce de joie de vivre qu'elles offrent à des personnes qui souvent sont amochées, des personnes qui sont en douleur. Elles leur donnent une autre façon de voir la vie. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment un ordre religieux, ou on pourrait dire plutôt un ordre spirituel, parce que ce n'est pas une religion, intéressant, qui suit, en quelque sorte, c'est ça qui est drôle, on suit en quelque sorte les enseignements de la Bible, mais des évangiles plutôt, mais sans la religion. Moi, je dirais, il faut faire attention, c'est pas tout à fait, je dirais pas tout à fait spirituel, parce que j'ai pas senti dans le discours de ces gens-là une volonté de parler de spiritualité. Elles se veulent des exemples de
joie de vivre et de combativité par rapport à des sociétés restrictives, par rapport à des préjugés, par rapport... Elles se veulent positives. Je dirais que leur message, là, c'est soyons positifs, profitons de la vie. La vie est belle, mais on n'est pas fou, là. On n'est pas aveugle. La société peut faire du mal à bien des gens, puis nous, on veut aider ces gens-là. Tout à fait. On les voit souvent dans les rues, aux alentours des bars, dans le village, surtout l'été, mais même l'hiver, où elles font des interventions, ne serait-ce que d'écouter les gens. Puis on les voit aussi souvent à Maison Plein Cœur, où elles vont donner un peu de soutien aux gens qui vivent avec le VIH là-bas. J'aimerais, France, t'amener à un autre point qui est important. Comment ça se fait? Puis je pense que je vais te hâter. France Dauphin n'est pas une femme gay, c'est une femme hétérosexuelle. Alors, comment toi, tu t'es intéressé à ce sujet qui quand même touche les communautés de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre? Bon, moi, il faut que je dise en partant que je suis très sensibilisée à toute la question homosexuelle, LGBT, tout ça, parce que j'ai eu un frère homosexuel. J'étais très près de lui, c'était vraiment un être exceptionnel. Et par un concours de circonstances, parce que je suis bien aimée de Denis Martin, j'adore Denis Martin, on discute fort, on n'est pas toujours du même avis et tout et tout. Et Denis Martin m'invite à la Maison Plein Cœur. Je vais à un lancement et aux surprises, je vois des sœurs de la perpétuelle indulgence. Et là, je me rappelle encore, le lendemain, ma première chose que je voulais faire, c'était rejoindre Denis Martin pour dire « Denis Martin, parle-moi de ces gens-là. » C'est vraiment, écoutez, j'ai été estomaquée de voir ces personnages-là parce que tout tient à leur costume. Hein. Leur costume a un rôle très important. Je réalisais que c'est un costume savamment étudié, hein, puis longuement réalisé. Et quand elles sont entrées dans la salle de la Maison Plein Cœur, il y a autre chose qui s'est passé. Ça a créé un climat différent. Alors, je voulais en savoir plus. Je me rappelle de t'en avoir parlé. Puis il m'a dit, écoute, je vais te mettre en contact avec ces gens-là. Puis c'est comme ça que j'ai apprivoisé ce mouvement de bénévolat et j'ai été charmée, complètement charmée. Et encore aujourd'hui, je suis charmée. Alors, moi, je vais nous amener quand même à toute la production de ce documentaire. Étant le journaliste qui a fait les tournages, les entrevues et la recherche avec toi, nous sommes allés à San Francisco, nous sommes allés à Paris. Donc, les productions Luc Dauphin ont dépensé tout l'argent qu'elles avaient pour faire ce documentaire. Et là, il faut terminer le documentaire. On a déjà un scénario, un pré-montage de fait, mais il faut faire la post-production, le montage final, la musique, les super. Et là, c'est là qu'il y a un os. Oui. Et là, je viens humblement vous demander, aidez-nous. On a toujours été la petite maison de production à essayer de faire les choses en parfaite autonomie. On s'organise, on ramasse des sous ici, prend des sous là, puis on finit par faire les choses. Mais là, notre documentaire, il est grand, c'est quelque chose. Là, nos petits moyens ne suffisent pas. Et on veut vraiment rendre hommage à ce mouvement-là, qui est un mouvement mondial. Hein. L'histoire de la perpétuelle indulgence, là, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, il y en a dans le reste du Canada. Là. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui nous fait questionner beaucoup toute notre notion d'aider les gens, comment aider les gens, sur toute la question de la générosité. Ça peut être intriguant aussi parce que vous voyez des personnes costumées en religieuses il y a 20 ans, 25 ans, et qui utilisent les mêmes formules, comme Denis Martin disait en tout début, les mêmes formules des communautés religieuses qu'on a connues il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, et qui disent non, on ne veut pas se moquer des communautés religieuses, on s'est inspiré des communautés religieuses, mais nous, on est de notre temps, on est d'aujourd'hui, puis on veut faire du bien d'une façon
des plus originales et d'une façon que ça n'éloigne pas les gens. On n'est pas misérabilistes, nous autres. Nous autres, on est dans la joie. Alors, tout ça, raconter tout ça, là, c'est délicat, c'est sensible, c'est ne pas agresser, ne pas juger, les mettre exactement, les présenter exactement comme ces personnes sont. Ça a été un beau travail, autant pour la recherche, autant Denis, autant pour moi. On a travaillé très, très, très fort là-dessus. Je pense qu'on y est arrivé. On y est arrivé en ayant malheureusement pas eu tout le temps d'aller cogner à toutes les banques, à tous les organismes subventionnaires. Et puis maintenant, écoutez, on n'arrive pas à les rejoindre, on n'arrive pas à avoir de l'aide. Alors on fait appel au grand public, on a dit, donnez-nous, s'il vous plaît, un petit peu d'aide financière pour qu'on puisse continuer à avancer, pour ne pas que notre projet tombe dans le vide. Aidez-nous à tenir le coup, à avancer notre post-production pour qu'on puisse aller chercher le hockey des distributeurs et de ceux qui vont mettre ce document-là en ondes afin que le plus de gens possible le voient. Parce que je pense que c'est quelque chose de très important, que les gens puissent voir ce documentaire-là et réaliser qu'il y a bien les façons d'être présent dans sa communauté. C'est déjà tout pour Fraîchement Jeudi. On vous invite à aimer notre page Facebook, @Fraîchement Jeudi. C'est Denis Martin Chabot qui vous parle. Fraîchement Jeudi vous revient la semaine prochaine.